Yann est un garçon étonnant qui est né en 1977, pas n'importe où à Saint-Étienne. Le problème, c'est qu'à Saint-Étienne, le ballon, il n'est pas ovale. C'est vrai, on joue plutôt au foot, c'est ce que j'ai fait en étant petit, c'est pour ça qu'à Lyon, je parlais exclusivement de rugby. Et Clément Rugby. Alors, raconte-nous ton parcours. Tu es diplômé de l'EDEC, Business School, et ensuite, donc, tu es parti directement chez Bouygues Télécom. Tu faisais quoi chez Bouygues Télécom à l'époque, Yann? Je fais du sponsoring parce qu'à l'époque, Bouygues est le dernier arrivé sur le marché de la téléphonie mobile, donc veut faire savoir qu'il capte aussi sur les lieux de vacances, à savoir dans les stations de ski et sur les plages. Donc, il cherche deux anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien ce milieu. J'ai plus fait de montagne que je n'ai joué au rugby. Oui. Du coup, on arrive là-dedans avec un ami, justement pour développer les partenariats dans les stations de ski, dans les clubs de voile, ce qui en gros ressemblait à ma vie étudiante. J'étais à Nice pour faire de la mine, sauf qu'au lieu de dormir à la Belle Étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans des hôtels. Ouais, bon, ça va, tu as un début de carrière sympa dans tes passions. L'alpinisme, c'est une de tes grandes passions. Ton meilleur et ton pire souvenir de grimpette, d'alpinisme? Le pire, sans doute, deux grosses frayeurs. Une où j'ai un pied qui a gelé au sommet de l'Aconcagua. T'as un pied qui a gelé? Ouais, qui était noir, insensible à la flamme, insensible à l'eau bouillante. Donc c'est évidemment une grosse frayeur. On se dit que ce sera difficile de jouer. C'était le droit. Celui qui tire les coups francs ou qui tape les pénalités au rugby, donc ça m'aurait beaucoup ennuyé. Et en fait, j'ai été sauvé par des rangers à côté. On était à 6900 mètres d'altitude, donc évidemment, on n'a pas des moyens, on n'a pas d'hôpitaux là-dessus. Et j'ai été sauvé par des piqûres d'insuline des rangers qui avaient renoncé à l'expédition avant ont pu me donner. Donc ça fait très mal quand ça revient, mais on est devenu un peu masochiste à ce moment-là. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Ça, c'est le pire. Hein. Oui, il y en a des milliers. À chaque fois qu'il y a un lever de soleil vu depuis un sommet, c'est évidemment des moments extraordinaires. 2009, donc tu rejoins le groupe Gel Evans. Tu vas avoir pas mal de jobs et notamment tu vas aller faire un tour du côté de Dubaï. C'était une belle aventure, ça aussi pour toi, Yann? Une belle aventure, ouais. 4 ans à Dubaï, effectivement, à m'occuper du Moyen-Orient pour le groupe GL Evans, qui fait de l'événementiel, et en m'occupant aussi du sport pour ce groupe-là, mais depuis Dubaï. Donc effectivement, quand on aime le sport, on peut en faire toute l'année. Et puis Dubaï a le mérite d'être plein d'excès, des bons comme des mauvais, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. 2012, donc tu deviens président du Loup, donc du club de rugby de Lyon. Il a été créé quand, ce club, Yann? Le club existait depuis 1896, donc champion de France en 1932 et 1933, ce qui veut dire deux choses. Un, que c'est possible d'être champion à Lyon. Deux, que ça fait 90 ans qu'il ne l'avait pas été, donc il y avait du boulot pour remettre Lyon sur la carte du rugby. À l'époque, on était 9e de Pro D2, mais avec un potentiel assez phénoménal en termes de rugby d'abord, parce que le terroir est fertile. Dans un rayon d'1 heure autour de Lyon, c'est en gros une centaine de clubs et 60 000 licenciés. Dans ce même périmètre, c'est en gros 1 500 000 personnes, donc si on peut en faire venir ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. À l'époque, il fallait dire ça sans arrogance parce qu'on jouait devant un peu moins de 2000 personnes, mais on était 9e de Pro D2, donc en 2e division. Et évidemment que le meilleur marketing, c'est de bien jouer au rugby, de gagner des matchs et de s'assurer que les gens passent un bon moment quand ils vont au stade. Mais effectivement, on est monté jusqu'à 60 000 pour des demi-finales de top 14. C'est-à-dire que ce potentiel, il fallait le développer et continuer à l'affirmer, j'espère. La formation, Yann, c'est important également à Lyon, c'est-à-dire qu'il y a un terreau localement dans la région avec justement, grâce à ce terroir qui est fertile en rugby, la matière première, si j'ose dire, les joueurs et les joueuses de rugby sont là. Du coup, oui, c'est des possibilités de former, donc en structurant justement tout un maillage des clubs de la région. C'est le projet qu'on a appelé Loup Territoire, qui permet d'accueillir à la fois les écoles de rugby, les éducateurs, les présidents de la région, pour essayer de les faire adhérer au projet du Loup Rugby, puisqu'évidemment, toute fausse modestie mise à part, on avait l'ambition d'être le club phare de la région. Oui. Et quand même, Lyon, c'est une terre de ballon aussi rond. Comment on fait pour s'imposer? Et ça représente quoi aujourd'hui le club des partenaires du Loup? Ouais, aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 entreprises qui sont partenaires et un Loup Business Club qui se réunit. Il y a eu deux facteurs déterminants pour le construire. Le premier, ça a évidemment été le sportif. Il fallait, à l'époque, revenir en top 14, y rester, ce qui n'avait jamais été fait. Et depuis 2016 et notre dernière montée, le Loup est, non pas stabilisé, mais on l'est. Et puis évidemment, gagner des matchs et les premières phases finales. Le titre on a gagné une Coupe d'Europe, ce qui était la première fois à Lyon, tout sport confondu. Évidemment que c'est des choses pour faire adhérer les gens. Le deuxième facteur clé de succès, ça a été la reprise du stade de Gerland, qui est aujourd'hui le Matmut Stadium de Gerland, qui, au-delà d'être gestionnaire d'équipe de rugby, qui reste évidemment l'ADN et le cœur de toutes les activités du Loup Rugby, nous a permis de devenir aussi promoteur immobilier, puisqu'on a construit 30 000 m² de bureaux.
30 000 mètres carrés de bureaux sur 6 bâtiments. Donc, et pour faire très simple, les fruits de ces opérations immobilières m'ont aidé à financer les travaux du stade. On est devenu aussi hôtelier, puisqu'on a construit un hôtel de 140 chambres qui aujourd'hui est opéré par le Loup Rugby, qui est une filiale à 100%, un restaurant qui fait 300 couverts par jour, un centre nautique, un centre médical. Et du coup, tout ça, ça a permis de fédérer une activité économique avec évidemment pour point commun et pour socle commun la passion du rugby pour tous ceux qui viennent, mais pas seulement, aussi le fait de faire du business. Parce que c'est vrai que le rugby, par rapport au football notamment, sera sans doute toujours un peu moins grand public, un peu moins glamour, enfin un peu moins star system parce qu'on n'a pas de Messi Ça ou dépend Ronaldo. pour qui, mais bon. Exactement, oui. Chacun mettra le niveau de glamour à qui il veut, mais par contre sans doute toujours beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial et beaucoup plus business. Depuis peu de temps, tu es président de la Ligue. Alors ça pose quand même son homme. Hein. D'abord, comment on fait pour devenir président d'une Ligue? Qui vote? Et est-ce que tu avais des candidats contre toi? Oui, alors qui vote? C'est principalement les présidents des 30 clubs professionnels. La Ligue, c'est rien d'autre que l'association des clubs pro. Donc il y en a 30, 14 en top 14, 16 en pro D2. C'est eux qui votent principalement et dont les voix sont prépondérantes. S'y ajoutent les syndicats, syndicats des joueurs, syndicats des clubs, syndicats des entraîneurs, la Fédération française de rugby et 6 personnalités qualifiées. On élit des personnalités qualifiées qui peuvent être soit des anciens rugbyman, soit des anciens présidents de clubs, soit des personnes extérieures qui viennent amorder leurs compétences. Par exemple, on a 2 anciens ministres qui viennent là, c'est Jean Glavany et Les anciens ministres ont du temps, généralement, non? Exactement. Donc voilà, et ils ne les empêchent pas d'avoir la passion du rugby. C'est le cas de Jean Glavany qui m'accompagne et qui est au comité directeur. Donc tout ce monde-là vote. Et généralement, on fait une préélection avec que les présidents de clubs pour être sûr que l'élu soit bien le représentant des clubs. Mais donc oui, moi, il y avait un autre candidat qui était René Bouscatel, qui a longtemps été le président du Stade Toulousain et qui était le précédent président de la Ligue nationale de rugby pendant 4 ans. Alors comment se porte le rugby professionnel, Yann? Quand tu es arrivé, tu as trouvé des choses, il y a des bilans, des comptes de résultats, il n'y a pas trop de mallettes qui traînent. Comment ça se passe le rugby professionnel aujourd'hui? Non, ouais, la dynamique est bonne, puisqu'on a la chance d'être, je ne sais pas si on est le meilleur championnat du monde, en tout cas factuellement on est de très loin celui qui attire le plus de monde dans les stades, le plus de téléspectateurs devant la télé, le plus de partenaires, le plus de stars de ce jeu, celui qui paye le mieux les joueurs. Donc ça, la dynamique est bonne. Celui qui fait le plus de revenus aussi. Donc on est sur un grand cru 2025. On a fait notre assemblée générale hier où on a constaté des records d'audience, records d'affluence, records de revenus. Après, la vocation, c'est de distribuer cet argent aux clubs de top 14 et aux clubs de Pro D2. La Ligue n'a pas vocation à en gagner elle-même, mais en redistribuer un maximum à nos clubs. Et par contre, dans nos clubs, il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont un peu fragiles parfois. Chacun, il y a autant de modèles économiques que de clubs. Et du coup, évidemment qu'il faut les accompagner. Et c'est l'objet de la Ligue, non seulement financièrement, mais aussi en structuration. Les droits télé, là, parce qu'il paraît que ça marche moins bien sur les ballons ronds, là. Toi, tu t'en sors bien ou pas sur les ballons ovales? Est-ce que les télés te donnent des sous? Nous, on s'en sort bien parce que c'est pas seulement les télés, c'est 2 télés, dont une, France Télévisions qui retransmet notre finale, mais surtout Canal+, qui retransmet nos championnats, qui est bien plus qu'un diffuseur. Donc oui, on a joué le jeu de la fidélité depuis l'existence de la Ligue. Je pense qu'on peut s'en féliciter parce qu'aujourd'hui, on distribue plus d'argent à nos clubs que le foot. On fait beaucoup plus d'audience, tant pour l'équipe de France de rugby qui fait distribue plus de sous que le nos foot. clubs de Pro D2 et de top 14, à part le champion. Donc, c'est QFT, quoi. Exactement. Et du coup, c'est l'occasion de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont monté ça, et surtout à Canal+, qui est bien plus qu'un diffuseur, mais un véritable partenaire et qui a évidemment accompagné la montée en puissance du rugby français. Un top 14 qui devient un top 12, t'en penses quoi, Yann? Je suis con, je dirais que le top 14 c'est sans doute la pire des formules, mais à l'exception de toutes les autres, parce que dès qu'on tire sur une brique, en fait, on se rend compte que l'édifice, ça le fragilise. Si on n'était plus que 12, ça profiterait sans doute à ceux qui seraient là, mais par contre, ils perdraient, justement, on parlait de Canal+, ils veulent un championnat, ça enlèverait 4 dates, donc évidemment que ça enlèverait des sous, ça enlèverait 2 matchs à domicile, ça tuerait 2 bastions, peut-être que Perpignan et Montauban ne vont pas bien en ce moment, n'empêche qu'on est heureux de les avoir dans le rugby et ça fait surtout quand tu joues contre eux. Et puis on parlait de Vannes récemment qui fait des choses formidables, donc évidemment si en restant à 14... Vrai, on peut parler 2 secondes de Vannes, c'est formidable, tu vois. Franchement, moi je suis catalan, je supporte le Stade français, donc j'étais très emmerdé, mais les 3 entre l'USAP, le Stade français et Vannes, ceux qui étaient les plus méritants l'an passé,
c'était les Bretons quand même. Ouais, ils vont sans doute revenir, mais justement, c'est ce qui est formidable, et le fait de rester à 14, ça donne évidemment plus de chances de faire que le rugby se développe dans les territoires avec des projets comme Vannes, qui au-delà d'être Vannes, est vraiment le projet de la Bretagne. Et la dynamique reste formidable parce qu'en Pro D2, ils ont rempli récemment, c'était il y a un mois, un stade de 30 000 places à Rennes, alors qu'ils étaient à 100 bornes de chez eux. En D2, remplir 30 000 personnes, c'est absolument extraordinaire, avec 20 000 drapeaux bretons. Donc oui, maintenant, la Bretagne est une vraie terre de rugby, et bravo à Vannes d'avoir su fédérer ça. Quand tu vois ces Sud-Africains là, qui écrasent tout le monde, là, y compris les Irlandais, les machins, là, est-ce qu'ils ont les mêmes vitamines C que nous, ces braves gens, à ton avis ? Chez les jeunes, on peut parfois se le demander. Après, chez les grands, ils sont contrôlés comme les autres, oui, effectivement. Ils jouent plus ensemble que nous. Après, la vérité d'aujourd'hui, la prochaine Coupe du Monde, elle est dans 2 ans. Donc, il reste 2 ans pour faire que la vérité de l'automne 2027 ne soit pas celle de 2025. Et d'ici là, sans doute qu'on se sera mis d'accord avec la Fédération française de rugby pour que les clubs professionnels fassent des efforts inédits pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions. Et en l'occurrence, elle aura eu 3 mois de préparation à jouer qu'entre eux, donc évidemment que c'est beaucoup plus facile pour construire un groupe et arriver, on l'espère, au niveau des Sud-Africains. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Loup soit champion de France et l'équipe de France championne du monde de rugby ? Il y a tout pour, il y a les ingrédients, mais aujourd'hui, bien travailler, faire les choses bien, c'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. On voit que en top 14, il y a 12 clubs qui peuvent être champions, qui peuvent se qualifier. Donc c'est aussi une des vertus de ce salary cap de garder une équité sportive et une compétitivité de nos championnats, où chez nous, oui, il y a réellement, et sans doute jusqu'à la dernière journée de championnat de la saison régulière avant les phases finales, une dizaine de clubs qui pourront être champions. Et pour que l'équipe de France soit championne du monde, faut se mettre au niveau, justement, avoir le retour des joueurs qui ont été blessés. Ça, d'ici 2 ans, ce sera fait, on l'espère, il faudra passer à travers les blessures. Et puis justement, mettre cette équipe de France dans les meilleures conditions. Ce sera le cas avec l'été 2027 où ils auront tout ça pour travailler. Et après, pas se résigner évidemment, parce que l'Afrique du Sud, on dit, ils sont au-dessus. Mais oui, ils sont au-dessus de nous, c'est vrai, mais ils ont mis 40 points aux All Blacks chez eux en Nouvelle-Zélande. Ils sont allés battre l'Irlande aussi. Donc oui, pour l'instant, ils sont au-dessus. Bravo à eux. Dans 2 ans, ils auront un rendez-vous peu vieilli dans 2 ans. Oui, exactement. Donc travaillons et ne nous résignons pas. Le rugby est évidemment pas à l'abri des maux de la société. Par contre, je pense que ça passe dès l'éducation. Moi, je me souviens, tu l'as dit, j'ai joué au foot quand j'étais petit. Il n'y avait pas des filets dans toutes les cages. On m'apprenait à lever les bras, même quand je tirais à côté, pour essayer d'abuser l'arbitre. Chez nous, dans le rugby, on voit, si on parle à un arbitre, la pénalité est 10 mètres plus près. Donc, on est le seul sport où un arbitre d'1,60 m peut dire à un deuxième ligne de 2,10 m, tu la fermes. Et si le grand et costaud l'ouvre, la pénalité est plus proche. Donc, c'est important. La troisième mi-temps est absolument essentielle aussi. Pour une beuverie qui tourne mal, c'est des milliers de moments de partage. Et la troisième mi-temps, ça commence dès l'école de rugby, où souvent c'est 2 biscuits et un jus d'orange. Mais c'est important d'avoir ces moments de partage et de savoir qu'au rugby, l'arbitre se trompe pas moins que dans le sport. Mais par contre, on ne le discute pas. Et on en reparle après en débrief. Là où je veux détromper personne, mais c'est les valeurs du sport tout simplement, donc celle de la solidarité et la cohésion, qui chez nous n'est pas seulement une valeur qu'on brocarde pour dire que c'est marketing, mais c'est une nécessité, parce que quand on est dans un vestiaire de rugby, il y a un côté où on va un peu à la guerre ensemble, parce que un talonneur qui rentre en mêlée sans ses piliers, il y a un danger qui est immédiat et qui est physique, donc évidemment qu'on doit avoir ça. Puis après, évidemment, l'ambition, la compétition, l'état d'esprit, c'est des choses qu'on doit faire. Et très important, le partage, et c'est ça qu'on doit avoir aussi. Une anecdote là-dessus, on avait dû prêter notre stade à une équipe de foot qui faisait un parcours de sa vie là-dessus, où on s'était fait auditer d'un point de vue sécurité par la FFF, donc Fédération Française de Foot, qui venait nous voir pour organiser un match de foot chez nous, un 16e de finale de Coupe de France, qui nous disait « mais où est-ce que vous parquez les supporters adverses ?» Nous on dit on ne les parque pas, s'ils se donnent rendez-vous, c'est pas pour se taper sur une aire d'autoroute, c'est pour boire un coup ensemble. Il disait comment est-ce que vous protégez de l'envahissement de la pelouse? Il disait on demande aux gens de ne pas le faire, puis on a la chance que personne n'ait l'idée d'envahir la pelouse pour casser la gueule de nos joueurs. C'est assez risques et périls. Donc pourvu que ça dure, c'est important de garder ça. Bon, Yann, il devait être formidable, il a été, on l'applaudit chaleureusement. Merci beaucoup d'avoir eu du Merci de votre accueil. Bravo, tu es un super président, franchement.